Bon, ben on est rendu à la section Bonnie. Mon petit Pac, tu avais déjà commencé avec de Pat 5131. J'imagine que c'est aucun lien de parenté avec de Pat 5130, c'est ça? Pour ceux qui sont nouveaux, Mathias n'aime pas beaucoup les surnoms. Pas beaucoup. Non. Alors. Sur quoi sont basées les fameuses considérations futures qu'on voit dans les transactions? Options entre choix et joueurs prédéterminés à sélectionner plus tard? Ben, c'est un fourre-tout pour dire, regarde, on te le donne. Oui, Nick Foligno, qui s'en va au Minnesota. Ouais. Exactement. Je pense que des fois, entre les directeurs gérants, puis des fois, ils se sont déjà fait une faveur qui n'est pas nécessairement connue du public. Traduction libre, c'est « je t'en dois une ». Ouais. Ou je t'en devais une. Ouais. Surnom pour agacer Mathias. Bon, hey, moi, les noms composés. Là. Fait que lui, son prénom, c'est surnom pour. Son nom de famille, c'est Agacé Mathias. Yes! Ça doit être toi, ça, c'est-tu un Non, j'ai pas de burner. Je t'adore en passant surnom pour agacer Mathias. Je t'adore. Pensez-vous que le principal problème des sénateurs pourrait être le coaching? Mathias semble penser qu'ils n'ont pas assez de talent et Simon qu'ils sont mal entourés le noyau sans être 100% convaincu de son hypothèse. Selon vous, dans un univers parallèle, où seraient les sénateurs si John Cooper ou Jared Bednar étaient leur entraîneur depuis 3 ans? Bien, moi, je vois que l'auditeur a très bien compris notre point de vue, sans être 100% convaincu de son hypothèse. Ouais. Pour moi, c'est énigmatique un peu. Oui, je trouve qu'ils n'ont pas été si bien entourés que ça, mais je ne suis pas convaincu de mon hypothèse. Toi, est-ce que tu penses que le coaching est en jeu ou... Je pense que... puis non, c'est pas. Je trouve qu'il manque un peu de profondeur à long terme, mais qui ont quand même un noyau intéressant. Moi, j'ai l'impression qu'avec un coach de qualité, tu sais, tu regardes ce que... Puis vous avez beau me parler de Crosby puis Malkin, les Pingouins allaient nulle part. Ils vont chercher un gars qui s'appelle Dan Muse, qui a fait rire les gens sur les réseaux sociaux quand il est arrivé, qui parlait de ses attributs physiques, de son crâne rasé, au lieu de parler de ses qualités. Le gars arrive à Pittsburgh puis il fait une job, tu sais. Spencer Carberry arrive à Washington. Ouais. Bon, ils font pas les séries là, mais l'an dernier, qu'un club qui était comme entre deux eaux a fait une bonne job. C'est vrai. Moi, je pense que le coaching, il est pour quelque chose. Alors, c'est ça, mon cher surnom pour. Je l'appelle par son prénom. Zach Lessard. Question pour Snake. Les Canadiens et les Ducks ont entamé une reconstruction presque au même moment. Cependant, le modèle des Ducks a été d'ajouter plusieurs vétérans comme Chris Kreider, Jacob Trouba, Alex Killorn, John Carlson et Michael Granlund. De son côté, le Canadien a plutôt décidé de rester avec son noyau de jeunes et d'aller chercher d'autres joueurs du même âge pour bâtir l'équipe. J'aimerais connaître ton opinion sur ces deux modèles de reconstruction. Petite précision. Oui, vas-y donc. Les Ducks ont quand même commencé leur reconstruction presque 3 ans avant le Canadien. Ils ont repêché Zegras au 7e rang là, en 2019. Oui, mais ce qui arrive aussi, c'est que le Canadien, regarde, c'est sûr qu'on peut jouer avec les mots, là, mais le Canadien aussi, en 2018, a repêché le 3e code Canadien. Oui, mais si tu prends 2019, 2020, 2021, c'était 15e rang et plus loin pendant 3 ans. Parce que les Ducks n'ont pas fait. Là. Regarde, je pense que la différence entre les deux, c'est que le Canadien avait déjà 2 joueurs dans un groupe d'âge plus avancé qu'ils n'ont pas été obligés d'aller chercher par transaction. Ouais. C'est Suzuki et Caulfield. Tandis que les Ducks, eux autres, sont quand même allés chercher des joueurs plus vieux que ça, en Kreider, Trouba et compagnie, qui étaient déjà dans la trentaine, qui est Lorne, Granlund. Je pense que c'est... Je pense pas que ces deux équipes qui soient bâties exactement de la même façon. Non. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Anaheim a beaucoup plus de papier sablé que le Canadien, mais je crois que le Canadien, dans l'ensemble, on ne parle pas des vedettes, mais on parle dans l'ensemble, a une meilleure attaque. Et que ce soit autant du côté défenseur qu'attaquant. Alors, je pense que en ce moment, puis le Canadien a un gardien d'avenir, Anaheim n'en a pas. Mon opinion. Et je pense que la différence, c'est que le Canadien doit aller chercher plus de Ross Johnson et Anaheim doit aller chercher plus de bons marqueurs de milieu d'alignement, mais plus jeunes. Bon, toi qui es dans le domaine de la traduction, tu as mis le nom de notre prochain. Le monde se garde vraiment. Hein? Ah oui. Paige Turner. Yes.
Est-ce que les Sabres ont suffisamment de joueurs pouvant former le groupe select du Decimal Snakien? Soit les 10 joueurs d'impact nécessaires pour former une équipe championne selon Simon. Pouvez-vous nous les identifier? Pensez-vous qu'ils ont le meilleur top 4 de la Ligue avec Dahlin, Byram, Samuelsson et Power? Ben, en fait, de jeunes brigades défensives, c'est sûr que c'est très intéressant parce que les 3 gars sont, ils ont 26 ans et moins ou 25 ans et moins. Moi, Power, je suis moins un fan. Je sais que il va mieux, cette année, il joue un peu mieux. Je ne suis pas un grand fan. Samuelsson, c'est un solide joueur défensif là, pour compléter un quatuor. Dahlin, il est vraiment dans une catégorie à part. Byram aussi, qui est excellent quand il évite les blessures. Là, on parle de 10 joueurs d'impact. Bon, qui pourrait être les joueurs d'impact? On ne prendra pas en considération qu'Alex Stock pourrait s'en aller comme joueur autonome, mais on va l'inclure. Alors, évidemment, il y a Tage Thompson, il y a Rasmus Dahlin, il y a Alex Stock. Je dirais qu'il y a Josh Dean, qui est un joueur d'impact. Don? Don, oui, c'est ça. C'est pas Dean, c'est Don. Là, je suis dans Viel, bon. Ben oui, toi. Bowen Byron, je considère que c'est un joueur d'impact. Regarde, quand il est en santé, Josh Norris en est un, mais il est toujours blessé. Mais quand il est en santé, es-tu là? J'ai perdu le fil? Il est là. Oui, mais en tout cas, c'est vraiment on and off. Et je ne peux pas vraiment inclure, je n'ai pas UPL dans les buts, là, ou Pekka Luukkonen, je ne suis pas sûr que c'est un joueur d'impact. Alors, vois-tu, là, je suis rendu à quoi, 6-7? Oslund, va-tu le devenir? Peut-être. Va-t-il le devenir? Ryan McLeod, il est vraiment sur la clôture. Je pense plus que c'est un joueur complémentaire, qui est très utile, mais qui est complémentaire. Jack Quinn, non. Tu vois, moi, Jack Quinn, je trouve que c'est un joueur, c'est peut-être le prochain à partir à Buffalo. Regarde, le reste, tu sais, Jason Zucker, il est encore pas payé, il a 19 buts, mais c'est plus le joueur d'impact qui était au Minnesota. L'affaire, c'est que Buffalo, ils n'ont peut-être pas les 10 joueurs d'impact, mais ils ont, je considère, énormément de profondeur. Oui, c'est sûr. Ils ont énormément de profondeur. Là, il s'agit juste là, de terminer de terminer la recette. Tu sais, déjà, on a échangé Matthew Savoie et J.J. Peterka en retour de Josh Doan et Ryan McLeod. Ouais. C'était le problème à Buffalo. Il y avait trop de petits attaquants semblables. Déjà, on ajoute Oslund, on ajoute Kulich. Kulich va revenir à un moment donné. Un gars qui offensivement connaît la meilleure saison de sa carrière et qui, je considère, et joue très bien en ce moment. C'est pas un joueur d'impact, mais ça me fait plaisir, c'est Peyton Krebs. Peyton Krebs a la première. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai surestimé, mais je peux dire que c'est quand même un joueur qui a une certaine importance à Buffalo en ce moment. Regarde, ça va être une équipe à suivre, puis on doit le dire. Je pense que Kevin Adams, du côté hockey, là, je ne sais pas pour le reste, là, mais du côté hockey, là, il va peut-être revenir sur la liste des directeurs gérants congédiés en considération pour un futur job. Peut-être. Et Ryan McLeod, ben, j'espère qu'il a toujours son protège-coquille, parce qu'en étant sur la clôture, ben là, c'est parce que d'un anglicisme, moi, je corrige ça. Et parlant d'anglicisme, je dis à Page Turner que je tourne la page. Oui. Prochaine question. Pas notre petit Jean Tom. C'est bien lui. C'est bien lui. Jean-Thomas Jobin. Salut Snake. Quand tu analyses les prospects, tu parles souvent du gros bémol que soulève pour toi un joueur qui joue principalement en périphérie. Les espoirs, Jean-Thomas, les espoirs, pas les prospects. En passant, Page Turner, moi, j'ai déjà traduit ça dans des trucs livres captivants. Ah, parfait. Je pense qu'il y a d'autres traductions que certains pourront suggérer si ça leur tente. Même si j'aime beaucoup plus parler de hockey que de traduction, mais ce serait les livres captivants. Donc, c'était une question de livres captivants. Oui. Et là, oui, les prospects. Jean-Thomas parle des espoirs. Mais moi aussi, là. je dis ça. Moi aussi, je dis ça, les prospects. On essaie d'être sensible à la langue française. On essaie. C'est des espoirs, Jean-Thomas. C'est des espoirs. Mais ne doit-on pas, tout de même parfois faire des exceptions ou du moins juger de son efficacité globale malgré tout? Car des joueurs peuvent avoir besoin de la périphérie comme vue d'ensemble du jeu pour rehausser leur efficacité. Moi, je fais une guillemets, je pense qu'il s'incrimine d'être lui-même un joueur de périphérie au hockey. Là, regarde, embarque-moi pas là-dessus, il va encore se fâcher contre moi. C'est une longue question quand même, Jean-Thomas. Il donner la peine. Hein? Je l'ai raccourci. Ah oui? Parce que ça, c'est pas une question, ça, c'est une thèse de doctorat. Oui, là. C'est ça, mais je l'ai raccourci du mieux que je pouvais. Il donne un exemple.
Quand on regarde un joueur, Nikita Kucherov, attentivement, il est extrêmement efficace pour jouer principalement en périphérie et repérer brillamment des joueurs qui sont positionnés optimalement pour des chances de marquer au haut taux de réussite. Je comprends que c'est peut-être le meilleur pour ce type de jeu, mais il n'y a pas un danger de trop rapidement identifier pour certains joueurs un red flag de périphérie, mais que ce red flag n'en est peut-être pas toujours. Un signal d'alarme en passant. C'est pas un signal d'alarme. Écoute, le président du syndicat des joueurs de périphérie a parlé. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette théorie-là pour Kucherov? Et c'est vrai que Kucherov est très souvent en périphérie, mais ça dépend de la définition que l'on donne à périphérie. Bien, Kucherov, c'est quand même un joueur d'exception. Oui. Fait que lui, il peut faire des choses. Je vois peut-être que Jean-Thomas aussi a McKenna en tête. Oui. Peut-être, sans le nommer. Mais McKenna n'est pas... c'est parce je te laisse répondre à ça. Kucherov, là, c'est un dur. Ouais. C'est un dur malgré tout. Puis quand il va dans le coin, c'est pas parce qu'il veut se cacher. C'est parce que, comme Jean-Thomas le dit, il y a un plan derrière ça. Le plan, c'est de repérer les joueurs. Ouais. C'est un peu comme sa marque de commerce. Quand on disait dans le temps, Gretzky en arrière du filet, c'était son bureau. Ouais. Mais Kucherov, dans le coin, c'est son bureau. Alors là-dessus, je pense qu'il représente une exception. Quand on parle de joueurs de périphérie, on parle de joueurs, finalement, qui ont peur, qui ont des œufs dans leurs pantalons, puis qui jouent sur le bord des bancs. Voilà. C'est ça. Jean-Thomas, d'ailleurs... Il y a des œufs dans ses pantalons? Non. Ben, il va te faire compétition aussi parce qu'il s'en vient éventuellement Mathias Brunet rencontre. Moi, je veux tasser le snake du premier rang des écoutes. Là. C'est assez, là. C'est assez long, là. Commence à s'enfler la tête. Non, ça aussi, c'est un anglicisme, je pense. Hein? Commence à faire la grosse tête. Ah oui, c'est ça. Let's go. Martin Desgagnés. J'entends toujours que Vegas a fait une grosse erreur en échangeant Nick Suzuki, mais que peu de gens semblent se rappeler que ce sont les Jets qui se sont plantés. Ils ont reculé du 13e au 24e rang pour protéger Tobias Enstrom et Marco Dano lors du repêchage d'expansion. Qu'en pensez-vous? Ben, les deux ont fait une erreur. Le repêchage, oui, mais à la base, l'erreur a été faite par les Jets. Je comprends le commentaire de Martin. Qui a attrapé une espèce de débat houleux entre Tony et Jean-Charles Lajoie au sujet de l'échange de Suzuki. Je pensais qu'ils allaient se battre, les deux. À propos de quoi? De Suzuki. C'était quoi le... Je pense que Jean-Charles disait que les Vegas n'avaient pas fait d'erreur. Et Tony disait non, ça n'a pas de bon sens. C'était quand même... Je pensais qu'on allait assister à un combat de la UFC. On va aller voir ça sur les réseaux sociaux. Il aime ça en mettre les deux. Regarde, ce repêchage d'expansion de 2017, quelle... Aberration. Quel bonheur j'avais de voir Vegas manœuvrer. Ils ont été forts. Et en même temps, la mâchoire me tombait de voir comment des équipes cherchaient tant que ça à protéger des joueurs qui étaient souvent leur 11e, 12e meilleur attaquant, parce qu'il ne faut pas oublier que tu peux protéger seulement cet attaquant, mais les joueurs avec 3e mois d'expérience étaient exemptés. Donc, souvent, on se battait pour protéger les joueurs de 4e trio. Puis, des fois, tu sais, les gens vont se dire « Ouais, mais s'il est directeur général dans la Ligue nationale, c'est qu'il est bon. » Non! Il y en a des mauvais. Oui, mais tu sais, quand je disais dans l'épisode régulier qu'à un moment donné, les vrais directeurs gérants, tu les vois pas quand ils liquident au prix du marché. C'est quand ils doivent faire des échanges joueur pour joueur ou des trucs à long terme qui demandent plus de connaissances. Ouais. Mais ça, je dirais que ça, là, c'était nouveau. Et c'est là c'est quand tu introduis quelque chose de nouveau que tu vois qui est brillant. Et qui est nigo. Oui. Parce que là, tout le monde partait sur le même pied d'égalité. Il n'y avait pas de précédent. Et là, pour Seattle, ben là, tout le monde a décidé, on ne transigera plus. Est-ce que ça a été une bonne chose de ne pas transiger? Pas nécessairement. Parce qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose avec Seattle. Mais là, tout le monde a eu peur. Vegas nous a eu. Seattle ne nous aura pas. Fait que, anyway, on va voir la prochaine expansion, ce qui va se passer. Sébastien Houd. Messieurs, vous obtenez des promotions. Snake, commissaire de la LNH. Mathias, commissaire adjoint. Comment ça, adjoint? Disons associé. Pag, directeur des opérations. Vous devez faire chacun un changement. Non, Sébastien a très bien compris la hiérarchie du podcast. Alors, je commence, tout seigneur, tout honneur. Tu viens de te proclamer seigneur. Non, c'est parce que c'est lui. Ben, c'est toi qui choisis les questions en plus. Sébastien. Puis des fois, tu peux changer les questions aussi. Moi, je ne sais pas. Hein. Non, c'était toi pas ton nom. Hein? Non, Pag, tu iras voir, c'est ça. Moi, commissaire, c'est très, 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 très simple. Je pense que les fidèles auditeurs le savent. Ah oui? Plus de loterie de repêchage. Tu finis dernier, tu as le premier choix. Achalie-moi plus. Mathias, je te donne la parole. Je me ferai pas d'amis.
Ah oui? Non. Non? Déménager les Canadiens dans une ville américaine. Non, mais non. Évidemment pas. Ouais, il y avait eu des rumeurs il y a 25 ans. Hein? Ah non. Oui, regarde. Mais d'ailleurs, tu écouteras Marc Labrèche samedi, là, le prochain numéro 1 dans mes Mathias Brunet rencontres. Ça fait qu'au combat des clips de Musique Plus, c'est lui qui m'aurait détrôné. Il parle de justement comment le hockey est important pour lui. Il faut avoir 45 ans pour se souvenir de ça. Quand il a son premier contact avec un match de la Ligue nationale, puis comment ça... Puis s'il y a de la psychopop là-dedans, tu verras. Oui, mais je suis tanné que tu fasses la promotion de ce podcasteur que tu n'as pas fait de la promotion du mien. Vas-y. Fais la promotion de mon podcast en anglais aussi. Vas-y, Mathias. As-tu un podcast en anglais? Oui, j'ai un podcast en anglais. OK, vas-y, c'est avec le SIG Podcast. Prolongation à 3 contre 3. Ah, en série. Hein? Ouais. Comme aux Olympiques. Ouais. Aïe. Wow. Ouais. WTF. Parce que je suis tanné des 2-3 périodes de prolongation. Ça finit plus. C'est pas du hockey de qualité. Les équipes sont fatiguées. Ça ajoute une stratégie. Ah non, je sais qu'on va maïr. Là. Ouais. Et là, faut que tu compromis à 4 contre 4? Oui. Première période de prolongation 4 contre 4, puis par la suite 3 contre 3. J'ai pensé même... Parce que moi j'ai des questions en temps réel, là, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Je te comprends, Mathias, ce que tu veux dire. C'est que c'est sûr que quand tu es rendu en 4e période de prolongation, puis que le gars qui compte le but gagnant, c'est le gars qui avait moins joué dans la partie, et puis que le but... Mais même en 2e période de prolongation. Et puis que la rondelle ricoche sur le poteau, puis la glace est en mauvais état. Ça, je te comprends. Ouais. Mais le 3 contre 3... On commence avec 4 contre 4 en première période. 3 contre 3. Puis là, s'il n'y a pas de maître, après une période de prolongation à 4 contre 4, on passe à 3 contre 3. Pas de tir de barrage. Pourquoi 4 contre 4 plus que 3 contre... Pourquoi pas aller... Ben, 3 contre 3, là. Ouais, 3 contre 3, c'est que là, ça devient... J'ai la rondelle, t'as la rondelle. Ouais. Hey, Canadiens... Mais c'est hautement stratégique. Ils l'ont gardé combien de temps, rondelle? Les 4 premières minutes, ils l'ont eu. Oui, mais c'est hautement stratégique. Tu regardes, là, le Canada contre les États-Unis, là. Ouais. Le Canada a manqué de stratégie. Tu avais les 3 des meilleurs joueurs au monde sur la glace. Et ce qu'ils ont fait, c'est essayer de tirer alors qu'il n'y avait pas de chance optimale. Tu as eu un mauvais repli pareil de... Ça reste la stratégie pareille. Ils n'ont pas été intelligents, puis ils l'ont perdu. Regarde, ça se vaut. C'est juste 3 contre 3. J'ai de la misère avec ça. C'est correct, 4 contre 4. Mais le 5 contre 5 qui dure jusqu'à 1h15 du matin, là, ça, je comprends. Moi, tant qu'à proposer un changement, j'irais 3 contre 3 direct. All in. Bon. Mais c'est quoi ton changement, toi? Mon changement, en tant que je le sais, directeur des opérations... 2 gardiens. 4 gardiens par match. Imagine, wesh. Ça serait une pierre deux coups. Premièrement, je regrouperais des matchs ensemble, c'est-à-dire des séries dos à dos. Donc, quand une équipe voyage à l'étranger, au lieu de rester pour une seule soirée, je la ferais rester pour 2 ou 3 matchs. Premièrement, pour diminuer le nombre de voyagements, puis aussi pour créer des mini-rivalités, des mini-séries dans la même saison. Pas fou. La NBA le fait maintenant, mais c'est évident qu'il faut que ça soit des séries où les équipes s'affrontent 2 fois dans l'année dans un même domicile. Par exemple, Montréal-Anaheim, tu ne peux pas faire ça parce que les Ducks ne viennent pas au Centre Bell 2 fois. Mais ça pourrait se faire avec les clubs de l'Est. La NBA l'a fait. Habituellement, ce qu'on fait, on ne le met pas 2 soirs de suite, mais on va mettre un soir. On saute un soir. Le problème de ça, je te dirais, c'est que aller voir la même équipe 2 fois dans certains marchés où tous les billets ne sont pas vendus, ça pourrait être moins alléchant. Mais en même... 2 matchs. Mais ça crée une rivalité. Tu aurais tout de suite t'aurais plus d'animosité. Mais vraiment, la première raison, c'est que oui, ça économiserait beaucoup pas juste en frais de déplacement, mais en déplacement pour les joueurs. Mais tu vois, tu me donnes une idée, je changerais la formule des séries aussi, là. Association de l'Est, association de l'Ouest, 1 contre 8. Ouais. 2 contre 7. Ben oui. Juste comme c'était il y a quelques années. Ben oui. Écoute, Dallas, Minnesota, là, il y en a un des 2 qui saute en première ronde. C'est ridicule. C'est pas le fun. Simon Lerat. Ah, tiens. Yes. J'aimerais revenir sur la façon peu orthodoxe qu'ont les Golden Knights de Vegas pour construire leur alignement. Est-ce que d'autres équipes pourraient être tentées d'imiter cette façon de faire? Est-ce qu'une équipe comme les Rangers, qui ont toujours été une destination prisée pour les hockeyeurs, pourrait essayer de faire comme Vegas?
C'est rendu quoi leur façon plus orthodoxe, là? Ben là, c'est parce que Vegas, c'est sûr qu'au départ, ça a été peu orthodoxe à cause des circonstances de l'expansion, sauf que là, ça fait 8-9 ans, là, on ne parle plus de ça. Les Golden Knights, c'est quoi leur façon de faire? Ben, c'est d'aller chercher des joueurs vedettes dans la fleur de l'âge et de toujours pousser, pelleter en avant. Comme le Lightning. Les choix comme le Lightning, de pelleter en avant, pelleter en avant, pelleter en avant. Regarde, ils ont gagné une coupe, mais ils ont été quand même... ils ont une autre finale. Ils ont une finale. Presque à chaque année, ils ont été hyper compétitifs. Je pense qu'ils ont raté les séries seulement une fois. Est-ce que ça pourrait être tentant? Oui, ça pourrait être tentant. Puis je vais te dire une chose, là, puis là, tu vas dire, ça se peut pas. Entre moi, je suis un maniaque de reconstruction. Je suis un maniaque là, d'aller chercher les premiers choix 3 ans de suite. Puis c'est ça, là, c'est sûr là, que c'est dans mon ADN. Tu nous en apprends aujourd'hui. Je vous achale avec ça depuis qu'on se connaît, Mathias. Mais je dois dire que cette façon de procéder-là, si elle est bien faite, tiens-toi bien, Mathias, là, je commencerai à la considérer. Mais ça te prend un bon... Si j'étais directeur. Ça te prend un bon gestionnaire. Oui, parce que les Rangers l'ont fait avant. Mais à aussi. la base, ça te prend quand même un bon noyau, ce que Vegas a créé avec l'expansion, ce que Tampa a créé par le repêchage. Une fois que tu l'as, oui. Oui, une fois que tu l'as. Mais je comprends l'idée de dire, parce que arriver puis juste aller chercher une gang de mercenaires, Nashville a essayé de le faire avec Stamkos, Marchessault, Brady Shea, puis Ben, je reviens à Toronto. Oui. Je m'excuse de revenir à Toronto pour les fans de Toronto. C'est parce qu'ils ont gaspillé leur choix pour des Carlo, des Lawton, au lieu d'aller chercher des gars, justement. Oui, tandis que Tampa, eux autres, et puis Vegas, ils donnaient ces choix-là pour des saprés bons joueurs. Ben, des fois, tu vas te tromper, comme Tanner Jeannot, ça va arriver. Mais des Brandon Hagel et compagnie, tu sais, sont... Et ça prend une destination prisée, comme le dit M. Lerat, le rongeur. C'est sûr que ça prend... Vegas, c'est une destination qui est prisée. Ouais. Est-ce que ça pourrait marcher pour les 32 équipes de la Ligue? Je pense pas. Ben, Floride, ça a marché. Qui d'autre? Capitals, ça a drôlement marché aussi. Ben, tu sais, c'est ça. Ça dépend. C'est quoi les destinations prisées? C'est ça qui arrive. Tu sais, on avait des vieux préjugés sur certaines villes, mais des fois, tu questionnes les joueurs dans des sondages anonymes. Puis... Dallas. Oui, c'est ça. C'est prisé. C'est prisé, oui. Alors qu'avant, on disait, Dallas, c'est une ville du Sud, c'est pas une ville de hockey, tu sais. Ouais. Xavier Saint-Germain. Durant la période des échanges, nous entendons souvent les joueurs commenter qu'ils devront s'ajuster au nouveau système suivant leur arrivée. Le hockey est un sport d'opportunités et d'erreurs, comparativement au football américain où des joueurs précis sont utilisés selon les structures de jeu prédéfinies. Donc, dans quelle mesure un changement de système peut impacter l'efficacité ou productivité d'un joueur et quel est le temps d'adaptation normal d'un hockeyeur pro à un schéma de hockey? Xavier, par contre, là, il faut que je te dise que c'est de moins en... Les schémas de jeu sont de plus en plus importants, là. Mm-hmm. Puis tu as les entraîneurs, là. Ah oui. Puis tu sais, je reviens à Antoine qui jouait à Saint-Laurent, au collégial, là, qui est rendu junior 3, mais à Saint-Laurent, écoute, tu avais une mise au jeu en territoire défensif du côté gauche, tu avais 7 patrons de jeu, là. Regarde, j'ai vu énormément de M18-3 cette année, puis là, M18, là, même pas de junior. Ah oui. Puis, tu sais, avant, j'allais voir du M18-3, puis il y avait des gars qui avaient 2 buts, 8 passes, et puis des parties de 12 à 9, puis fini ça. Fini, il y a des parties de 2 à 1, puis tu vois que tout est très structuré. Ouais. Puis peut-être même, honnêtement, un peu trop, là, parce que tu vas voir les skills des joueurs, là. Sûr. Fait que mais alors, dire que non, c'est ça. Les gars sont habitués, là, maintenant. Là. Ouais. Bon, Simon, tu vas pouvoir te reprendre. Mathieu Poirier, une section sur le baseball à Chaos Sport. On pourrait avoir Snake à temps plein. Je ne sais pas s'il y a un podcast de baseball qui s'en vient à Chaos Sport. Je ne suis pas au courant. On pourrait s'informer. Écoute, j'adore le baseball également. Je suis allé au podcast Les Chaîneurs en tant qu'invité quelques fois. Alors, écoute, on verra. Bon. Je suis content que notre prochain auditeur n'ait pas trop mal pris mon jeu de mots de la semaine dernière. Merci, Louis. Louis Pringle, pour faire suite à ma pas très bonne question du rapprochement entre le CH et la dynastie des Kings. Est-ce qu'il y a une formation gagnante de la Coupe du passé qui vous rappelle le look du CH présentement? Ou à quelques morceaux près? Non. Non, pas encore. Et je vais te dire pourquoi, Louis. Parce que le CH n'est pas une formation complète. Ce n'est pas un projet qui est terminé. Alors, et je ne peux pas arriver et dire, oui, mais telle équipe était rendue là au moment où...
regarde, l'histoire du CH, elle n'est pas terminée. L'histoire du CH, c'est quand elle va être terminée qu'on va pouvoir dire « Ah, eux autres me rappellent telle équipe. » Même pas 93 avec plein de recrues puis un gardien de but. Tu veux dire 86? 86, il y a plein de recrues. Mais en même temps, c'est pas un succès durable. Non, c'était pas durable. Là, ils s'en vont vers un succès durable. C'était pas durable. 1986, oui, il y avait des recrues, mais... C'est pas les Kings. Il n'y avait pas de... C'est pas les Blackhawks. Non, c'est pas les Pingouins. C'est pas le Lightning. C'est pas les le Pingouin. Non. C'est le Canadien. C'est le Canadien, mais peut-être qu'à un moment donné, est-ce que ça pourrait ressembler aux Blackhawks de Chicago? C'est possible. C'est peut-être le plus proche qu'on peut aller en ce moment, Blackhawks de Chicago. Mais il va falloir que l'équipe soit à maturité pour le dire. Louis Lemay, tardif. Est-ce que le déclin des joueurs québécois dans la LNH pourrait être en lien avec le déclin du CH dans les années 2000 et 2010? Les jeunes joueurs de hockey n'avaient aucune vedette à admirer. J'ai l'impression que dans quelques années, on retrouvera des vedettes québécoises qui ont grandi avec les Demidov, Hudson, Suzuki, Slav et Caulfield. Ben moi, je peux dire une chose. Patrick Roy, en 86, a été l'ancêtre d'énormément de bons gardiens de but québécois. Et moi, je peux parler par expérience aussi avec les Princes. Ouais. J'ai eu des formations au top des joueurs de 10 ans en Amérique du Nord avec des fils ou des petits-fils d'afro-descendants avec l'effet Subban. Ça se peut? Oui, ça se peut. C'est possible, ça. Oui. Mais il oublie Price là, dans son énumération, mais je comprends que... Oui, mais là... Oui, je sais. Il n'y avait pas de le but du Canadien compté par le numéro 31. Carey Price n'avait pas de ça. Alex Bernier. Monsieur Serpent, quelle était votre évaluation d'Anthony Duclair à son année de repêchage? Personnellement, après l'avoir vu beaucoup jouer avec les Remparts, je ne voyais pas un grand avenir pour lui. Il n'allait presque jamais chercher les rondelles dans le coin ou près des bandes. Je le trouvais frileux. Il faut reconnaître ses erreurs. Il me fait mentir. Ouais, je suis pas d'accord. Moi, j'ai commencé Anthony Duclair à le suivre à l'âge de 15 ans dans le Midget 3. Il était le meilleur joueur du Midget 3 avec, comme coéquipier, et c'était à peu près les 3 meilleurs joueurs de la Ligue, là, à peu près. Jonathan Drouin, Mike Madison. Duclair est arrivé à 16 ans au Rempart. Moi, je pense qu'il était très, très bon à 16 ans. Et ça laissait croire que le gars pourrait être choisi peut-être top 10, top 15 l'année d'après. Mais son année de repêchage, elle n'a pas été très bonne. Ouais. Et je pense que c'est là où il a perdu du galon et il est devenu un choix de 3e rang. Parce que moi, tu me rappelles, quand tu racontais que tu allais voir Logan Cooley, tu voyais que Cutter Gauthier. Toi, tu es allé voir Grigorenko. La presse m'avait envoyé à Québec voir Grigorenko et Duclair, c'était pas son année d'admissibilité encore. Ouais. Je ne voyais que Duclair. Mais l'année d'après, ça a baissé et ça lui a nuit parce qu'on le sait, une année de repêchage qui est moins bonne, c'est un signal d'alarme. Mais, vois-tu, il a fait son chemin, il a roulé sa bosse. Hein? Il a toujours des beaux contrats, il a roulé sa bosse. C'est un gars ultra talentueux. Des fois, il y en a qui disent qu'il fait, je vais juste répéter ce qu'on dit, mais qui fait un peu à sa tête. J'ai aucune idée. Je ne sais pas. Moi, ce que je me rappelle de lui, c'était un joueur qui était vaillant. Il était vaillant, il voulait. Il avait un gros désir de vaincre. Puis, je ne suis pas surpris qu'il y ait eu une carrière quand même. Tu sais, dans la ligne nationale, il est encore là. Il est encore là, puis il gagne de l'argent, même si, comme je t'ai dit, ça a été un petit peu en dents de scie. Alors, frileux, je ne sais pas. Peut-être un peu énigmatique, mais très, très talentueux. J.R. Marcotte. Bonjour. Le CH est-il vraiment déjà devenu la meilleure équipe canadienne ou c'est un concours de circonstances cette saison? Bien, si tu me permets. Bon, vas-y. Les Oilers viennent d'atteindre la finale de la Coupe Stanley 2 ans de suite. Ouais. Fait que là, le Canadien a fait les séries, perdu au premier tour l'an dernier. Au moment où on se parle, tu peux pas mettre quelqu'un devant les Oilers, à mon avis. Fait que le Canadien, s'il fait un petit bout de chemin, on pourra le dire, mais là, ça reste la saison régulière. Oui, mais en saison régulière, en ce moment, le Canadien est la meilleure équipe canadienne. C'est sûr. Mais les Oilers, jusqu'à nouvel ordre, sont sur le trône. Ah oui? Oui. OK. Vu qu'ils ont fait 2 finales dessus. Okay. Ouais. Juste avant, Mathieu Lebel, avoir su que j'avais une question là-dessus, je n'aurais pas fait mon truc sur Jack Eye, mais on peut peut-être l'enlever, étant donné que j'en ai parlé dans l'épisode régulier. Enlevons la question. OK. Dommage. Pas grave. Il va avoir plusieurs réponses. Émeric Daunet. Salut Snake. Pourrais-tu nous faire part des développements sur Anton Frondel? Viendra-t-il aider Bédard dans la prochaine année? Car je trouve que l'entouré de Bertuzzi et Teravainen
ça a fait son temps. Oui, je pense que Frandell a eu une bonne saison dans la Ligue de Suède à Djurgården, mais comme comme tout joueur qui évolue en Europe, moi, je veux le voir arriver en Amérique le plus vite possible, particulièrement un attaquant. Niaise pas là-bas, perds pas ton temps. Il jouait déjà professionnel l'année passée. Il a monté de calibre cette année. La transition s'est très bien faite. Je pense que l'année prochaine, il devrait être à Chicago. S'il veut bien, je ne pense pas qu'il passe par la Ligue américaine. Gros impact l'an prochain? Non. Comme toutes pas comme Kopitar à 20 ans, là? Non, ben il va avoir 19. 19? Ouais, ouais. Kopitar est arrivé à 19, oui, c'est ça. Oui, puis il y a eu un impact. Oui, je ne vois pas l'impact de Kopitar, mais je vois un gars qui... Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir en revenir de Bertuzzi puis de Teravainen avec Bédard. C'est sûr. Ouais. Avant de passer à la prochaine question, juste te dire, Mathieu Lebel, j'ai vu ta question sur Xhekaj. Sans savoir que tu avais une question pour moi sur Xhekaj, j'en ai parlé dans l'épisode régulier. Alors, je pense que tu as déjà ta réponse, Mathieu. Charles et Philippe Martineau. Ah oui, ils se mettent en duo maintenant. Hein? Bonjour Mathias et Simon. J'aimerais connaître votre avis sur la qualité des recrues qui ont été transigées. Est-ce que l'un d'eux, selon vous, a un avenir réel? Il y a eu très peu de recrues qui ont été transigées. Ouais. J'ai vu un gardien suédois. J'ai vu... écoute, vraiment... Ça se compte suédois. Si toi, t'es... Pardon? Ça se compte suédois. elle est bien. Non, mais... Quoi? Non, mais regarde, ça là, prend il quand ne connaît même... pas les questions à l'avance. Il ne sait pas qu'est-ce que je vais répondre. Il n'y a rien de... Comment il fait juste épais, pour penser... Est-ce qu'il pense juste à ça? Mais tu sais, si je fais une analyse... On dirait qu'il pense juste à ça. Si je fais une analyse rationnelle, Pag, tu as eu un creux de vague quand même cet hiver. Ça avait ralenti, puis là, on dirait que, je sais pas si c'est le printemps, là, il fait beau. Ça revient, la sève remonte, puis tu as le cerveau bien allumé, là. C'est très bien. Écoute, si tu ne connais pas les recrues transigées, imagine-moi. Ben oui, je les connais, mais je veux dire, tu sais, un Max Curran, un Dimitri Bukelnikov... Bon, le gardien de but, Marcus Gidloff. Marcus Gidloff qui a quand même bien fait au championnat junior l'année passée, pas cette année pour la Suède. Je te dirais que, étant donné que c'est un gardien de but, puis que c'est peut-être le seul, je te dirais, Marcus Gidloff. Puis là, je te dis ça, là, sur 5 étoiles, là, c'est un 1 étoile et demie. Là. Wow. Ouais. Alors non, les équipes ne transigent plus ce genre de joueurs-là. On préfère transiger des choix parce que on a peur. On a peur de donner un joueur qui... Alors, parce que moi, je dis souvent, au lieu de donner un premier choix, un espoir de catégorie B, un deuxième choix, un quatrième choix, pourquoi pas arriver et dire, donne-moi tel espoir, on le fait un contre un. Peut-être que c'est comme ça que ça se passe, mais les équipes ne veulent pas. Du Martin Erat pour Philippe Forsberg, là, je pense que... Je pense pas que tu revois ça. Raphaël Wayland. J'adore écouter vos épisodes d'il y a 1 an ou 2 et comparer vos opinions avec l'éventuel déroulement des événements. Ma question. Les Flames ont échangé Jacob Battaglia cette semaine. Il s'agissait de l'une des cartes cachées de Simon il y a 2 ans. Pourriez-vous nous faire un retour sur certaines de vos cartes cachées et joueurs que vous placiez ailleurs que le consensus des recruteurs publics dans les repêchages de 22, 23, 24? OK. Bien, évidemment que définition de carte cachée est toujours relative. Tu sais, si moi, je te dis que Trevor Connolly était une carte cachée, il a quand même été repêché 19e. Elle n'était pas cachée fort, Elle n'était pas cachée fort. C'est ça qui arrive. Alors moi il y a différentes sortes de... Moi, je dirais que c'est plutôt des joueurs, moi, que j'appelle sous-évalués. Et que moi, je présume que quand on va faire le repêchage dans quelques années, que ces gars-là vont surperformer leur rang de sélection. C'est plus ça que j'appelle des cartes cachées. Bien, regarde, l'année passée, j'en avais nommé 3, là, Pickford, Cooper Simpson et puis Alex Zarovski, évidemment. Alors ça, on n'a pas trop tôt la réponse encore. Moi, en 2024, j'avais Will Zellers. Will Zellers, un gars d'école secondaire américaine qui est rendu avec l'Université de North Dakota, qui a joué au championnat mondial junior. Et je pense que ça pourrait faire un bon joueur de milieu d'alignement. Il a très bien progressé. Il a été échangé par Colorado aux Bruins de Boston dans l'échange de Charlie Coyle. Alors, ça, c'en est un. Boston est allé d'ailleurs lancer un dard avec Lucas Reichel. Ça, c'est le genre d'équipe et de joueur qui pourrait quasiment relancer sa carrière
à Boston. Écoute, Regarde. Non, tu sais jamais. Il est dans les mineurs, ils l'ont envoyé à Providence. Ouais. Tu sais jamais avec les Bruins, Ouais. là, c'est vrai. Mais Reichel, là, oh là là, ça a été pénible. Non, ça n'a rien coûté. Mais, C'est un choix de 6e. Moi, je me souviens de Seneca, que tu avais beaucoup plus haut que la liste. Ouais. Oui, j'avais Seneca beaucoup plus haut, mais Anaheim l'a quand même choisi 3e. Ouais. Donc, est-ce que tu peux considérer que c'est une carte cachée? Tu sais, là, lui, il surperformera pas son Non, radio. ça, c'est Il était choisi 3e. Mais parlant de Connolly, tu nous en as pas parlé dernièrement. Petite semaine. Deux passes en 2 matchs en fin de semaine. Donc, 2 points en 2 matchs. 2 points, 2 matchs. Ben oui, mais je ne peux pas pour en parler à chaque semaine. Ouais, mais... Non, mais franchement, là. Ben oui, franchement. Ben oui, il n'y a pas de pas en faire une obsession. Ben non. Un autre moi, Surtout que j'avais, pas, hein. Nick Lardis. Nick Lardis, qui a été repêché par Chicago en 3e ronde et qui a été rappelé dernièrement. Il y a 5 buts dans une vingtaine de matchs. Je crois qu'éventuellement, Lardis, l'an prochain, les Hawks ont besoin de marqueurs. Ils ont besoin de joueurs top 9. Il va s'établir dans la Ligue nationale. Ça, c'était une de mes bonnes cartes cachées d'il y a une couple d'années en 3e ronde. Alors, regarde, c'est à peu près tout. Je sais que j'en ai nommé quelques-uns. J'avais nommé Kevin He aussi avec les Jets de Winnipeg. Bonne carrière junior, mais qui n'est pas terminée encore. Alors, lui, c'est quand même plus un long shot. Fait que... Parlant de jeunes, toi qui aimes les jeunes, là, il y en Ouais. a un à Détroit qui a compté son premier but. Là, il vient d'être rappelé à 32 ans. C'est quoi son nom? Hier. Hein? Oui. Le gars, il a joué dans la Ligue américaine toute sa vie. Il a joué peut-être 9 matchs l'an dernier, puis 2 matchs cette année contre son premier but en carrière à 32 ans. Ben, OK, oui. on peut Non, regarder ça ça. te dit rien? Écoute, il en passe tellement de choses, Mathias. Mais en passant à une dernière carte cachée, mais lui, je pense que vraiment... Tu sais, c'était pas une carte cachée dont personne n'avait entendu parler. Dominique Shine. Pardon? Oui, c'est ça. Dominique Shine. Oui. Tu connaissais-tu? Ben oui. Mais lui, il a roulé sa Quand même bosse, fou, là, pareil. Là. C'est fou, 32 ans. C'est Ouais. comme... il y avait un lanceur au baseball, je pense, qui est arrivé l'année passée. Il y avait ça, 32 ans. Ouais. Écoute, ça, là, bravo pour la persévérance. Puis compte un but à 32. Hey, c'est- une belle histoire, Pag, une belle histoire. J'ai pleuré. Ben non, mais moi qui dis... Non, mais ça, c'est une parce belle que c'est une histoire. attaque envers Pag. Non, ton non, affaire, mais là. c'est parce que tout à l'heure, je parlais des belles histoires, puis là, je Mais je savais pas que tu visais Pag. Non, je visais pas Pag. Note Pag. Je vise tous les... Dominique Shine, hier, il a joué 6 minutes 22. Il y a un score. Non, mais ça prend des rêveurs. Oui, je sais. C'est ça, cette génération-là rêve. Laisse-les rêver. Mais là, tu noies dans ma carte cachée qui va peut-être s'avérer une de mes meilleures prédictions. Ah oui? Cole Hudson. Pas caché, t'en as parlé 1000 fois. Non, mais carte cachée dans le sens qu'il a été choisi 43e. Il sera pas meilleur que l'Inde, là, mais il est pas pire. Regarde, il s'en vient à Washington dès l'an prochain. Attache ta tuque avec de la broche. Bon. Alors, j'en ai peut-être oublié, là, Raphaël, mais je pense que j'ai fait pas mal un retour là, sur ben des gars dont j'avais parlé dans les dernières années. Habituellement, j'en ai entre 3 et 6. Fait que j'en ai pas, là, j'en sors pas 25, mais il y a différents degrés. Tu sais, c'est sûr que j'ai plus confiance en Trevor Connolly, mettons, que Jacob Battaglia. Ça, c'est sûr. Bon. Tu vois, Battaglia a été échangé cette semaine. Est-ce que ça peut être, tu vois, c'est bon qu'il le mentionne, c'est peut-être lui, peut-être le meilleur espoir qui a été échangé, mais il y a une baisse de régime cette année. Baisse de régime à 19 ans. Des fois, ça peut vouloir dire que le gars travaille sur d'autres aspects de son jeu. Ça, c'est sûr. Mais il est quand même passé de 90 points à l'an passé à peut-être une saison et qui va avoir un maximum 50. On termine avec Renaud Hamès. Malheureusement, on n'a plus le temps pour Renaud. Je t'invite à poser ta question la semaine prochaine. Peut-être reformuler le début de la question, puis on se reparle la semaine prochaine. Le début de la question qui va comme suit. Bonjour, question pour Snake. Mathias et Pag doivent prendre une pause de jeu de mots. Tu l'as aimé celle-là, hein? La revanche des serpents. Tu as le 16e choix au repêchage de la LNH avec une cuvée normale. Une équipe te propose 3 choix de deuxième ronde pour ton choix. Début deuxième, mi-deuxième et fin deuxième. Fais-tu l'échange? Et vers quel choix de première ronde serait ton point de bascule? Avant de commencer, j'aimerais que tu libères de ton système J'ai rien dit. une joke comme « Il y a du monde à la messe OK, mais j'allais pas m'attaquer à l'auditeur. Non, c'est Renaud nous a prévenus. là. Ouais. ». Oui, c'est ça, là. Regarde, C'est toi qui fais le jeu de mots, puis c'est une sorte qui casse. Hey, Renaud, là, regarde, là, t'as une mauvaise cible. Retour à la question que Oui, s'il te plaît, là, sois sérieux, là. J'aime beaucoup cette question-là. Le 16e choix,
il y a quand même encore un bon 50% de chance d'obtenir, je dirais, un joueur d'impact. Qu'est-ce que j'entends par impact? Peut-être plus un joueur de deuxième trio, mais un joueur qui va avoir un impact. Mathias t'en parlait l'année passée. Je me souviens, tu as fait une chronique, le Canadien avait des 16e et 17e choix, et tu disais, il y a des fortes chances que s'il repêche, il va avoir un bon joueur de la Ligue nationale et un joueur qui va être de moins bon calibre. Donc, on est à peu près à 50-50. 3 choix de deuxième ronde. Mettons 34, 50 puis 60. Fais-tu l'échange? Au 16e rang, non. Parce que selon moi, au 16e rang, je sais que sur ma liste, il y a peut-être un gars qui va être 8e qui est encore là. Donc, non, je ne le fais pas pour le 16e rang. Puis est-ce que tu veux connaître ma réponse? Oui. Non, je ne le fais pas. OK. Même dans le scénario que Zarovski est disponible, tu sais, mettons comme l'année passée. Ah, mais on savais-tu qu'il serait disponible? Oui, c'est ça. Puis là, tu as un Canadien l'aurait pris, hein? À 16-17, je pense que Canadien l'aurait pris. Mi-2, fin de 2, là. Ouais. Puis c'est pas comme si tu recules du 16e au 20e ou du 16e au 25e, là. Là, tu recules du 16e au deuxième tour. Oui, puis comme je t'ai dit, le 16e, ça peut être un gars qui est 8e sur ta liste. Non, merci. Bon. Cependant, où est mon point de bascule? Mon point de bascule, c'est jusqu'au moment où sur ma liste, j'ai plus de gars d'impact. Ah. Donc, si, mettons, je me retrouve avec le 24e choix. Une cuvée faible, là, ouais. 24e choix. Normalement, 24e choix, donne-moi les 3 choix de deuxième rang. Mais, qu'est-ce qui arrive sur le 24e rang? J'ai Zarovski qui est encore là. Puis que je suis pas sûr là, de l'avoir. Là. Je suis pas sûr. Le 24e rang, là, tu commences à trembler, là, à dire là, à chaque choix, là, à retenir ton souffle. Alors, si sur ma liste, ça, c'est le genre d'échange que je ferai à la dernière minute à la table, de façon conditionnelle. J'irais, si mon gars est là, no way. Mais le point de bascule, je te dirais, là, où, mettons, ma liste, probablement, se devient comme un entonnoir qui en reste presque plus. Point de bascule, je te dirais 22. Bon. 22e choix. Simon, merci. Pac, on va prendre un petit break de ces jeux de mots parce que, tu sais, c'est des jeux de mots hypocrites. Il fait semblant qu'il n'aime pas ça, mais je peux te dire qu'il en sort quand c'est le temps. On se dit à la semaine prochaine. Oui. Bye. Salut, messieurs. Salut.